Boa tarde a todos. Hoje aprendi uma palavra nova. Sinceramente, tenho que falar depois do book trailer. Book trailer é novo para mim. Lamentavelmente, não é uma palavra francesa, mas é assim. Não podem ser todas francesas. Boa tarde, sou Christian Tison, o conselheiro cultural da Embaixada de França e diretor do Instituto Français de Portugal. Muito obrigado por estar tão numerosos. O meu português é difícil, é complicado. Peço desculpas já por isso. Muito obrigado por estar aqui com nós. Quero agradecer à Universidade Nova de Lisboa por acolher-nos e acolher este evento dedicado à literatura francesa, é muito importante para nós. Quero agradecer também à editora Orfeu Negro, muito obrigado, Carla Oliveira, por ter iniciado este evento. Orfeu Negro é uma editora muito importante para nós. Trabalhamos juntos algumas vezes, mais de algumas. Já bastante. Orfeu Negro, a editora Orfeu Negro lançou muitos livros franceses. Penso no livro de Virginie Despentes, penso, por exemplo, penso também nos livros Inovação da Virilidade, História da Virilidade, há pouco tempo, Diante do Tempo também, recentemente. Então, Orfeu Negro é um parceiro muito fiel e muito importante para nós. Obrigado por este belo trabalho para a literatura francesa. Com certeza, quero agradecer a M. Pastoureau, qui nous fait vraiment le plaisir de venir présenter son dernier livre. Je ne vais pas présenter M. Pastoureau, ça va être le rôle de notre professeur. Donc, simplement merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un public qui vous attend ici. La preuve, vous avez déjà sorti plusieurs livres ici. Et encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Je ne veux pas être plus long. Je veux remercier Quero agradecer à Maria João Branco. Maria João Branco. É uma cor. Comment? É uma cor também. C'est aussi en couleur. Ah, exatamente. Que é a diretora do Instituto dos Estudos Medievais. Muito obrigado por colaborar. E só quero dizer algumas palavras sobre o que fazemos no Instituto Francês de Portugal. O Instituto Francês de Portugal é o serviço cultural da Embaixada de França, é uma pequena equipa de 16 pessoas e fazemos a promoção da cultura, língua, educação francesas e também trabalhamos muito na área dos intercâmbios universitários e temos no edifício da Embaixada de França, em Santos, temos uma mediateca dirigida por Joana Vallon, que está aqui, Joana Vallon, ajudada por Bertrand, também aqui. E esta mediateca tem mais de 6 milhares de livros e mais de 1.200 CD, filmes. Então é um lugar
muito interessante para visitar e temos em média, 2 meses por semana, eventos, conferências, concertos e estão, com certeza, todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Agora foi o dar-vos as boas-vindas aqui. Obrigada, Christian, que ele explicou, como o Cristian explicou, é o diretor do Instituto Français. Obrigada também a Maria João. Nós estamos aqui hoje para o lançamento de Vermelho e, claro, temos que agradecer ao Michel Pastoureau esta nova vinda a Lisboa, porque a Orfeu Negro tem organizado alguns eventos com o Instituto Francês e queremos agradecer a toda a equipa do Instituto e também aqui à Joana Valente, responsável pela mediateca. Já agora o Bertrand também está ali, fica-me mal não agradecer. E começámos com a edição do livro Preto, História de uma Cor, em 2014. Nessa altura, o Michel Pastoureau esteve cá. Na altura, o Instituto era noutro lugar, não era na Embaixada, não era em Santos, e encheu a sala, foi um sucesso. Hoje temos aqui para Vermelho, porque nós, entretanto, passaram alguns anos e fizemos o azul, o verde e vamos continuar para o amarelo. Vai ser um desafio. Se vocês viram ou já conhecem os livros, sabem que temos utilizado cartolina preta para o preto, azul para o azul, verde para o verde, vermelho para o vermelho e o miolo é também composto e impresso nessa cor. Portanto, o amarelo vai ser um grande desafio. Não sabemos como é que o designer gráfico vai resolver isso, mas acho que fiquem à espera. Bom, entretanto, aqui queremos também, obviamente, agradecer à Maria João Branco, do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova, que nos acolheu neste lugar. O Instituto acolhe-nos, toda a equipa acolhe-nos neste lugar lindíssimo. Temos a seguir também um beberete, que é aqui oferta e cortesia do Instituto, e eu rapidamente passo a palavra à Maria João, não sem antes vos dizer que os livros estão ali à venda, que o Michel Pastoureau estará disponível no final para perguntas e para autógrafos, e a Maria João, de maneira que a minha intervenção seja curta, que eu tenho ali uns olhinhos de uma menina que se chama Patrícia Nunes e que neste momento é, de facto, a editora dos ensaios. Nós fazemos também livro ilustrado para adultos, livro ilustrado para crianças, e pronto, ela vai dar para mim porque eu não posso falar mais. Então, passo a palavra à Maria João, espero que desfrutem desta conferência, tem sido importante. O público português tem recebido muito bem os livros do Michel. Michel explique que les lecteurs portugais ont reçu vos livres très très bien. Ils sont érudites en même temps qu'ils sont très accessibles, on va dire. Et bon, maintenant je vais passer le mot à Maria João, senão calma, e pronto, estamos aqui a tarde toda. Maria João. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria começar por agradecer à editora Orfeu Negro pelo convite para nós acolhermos um lançamento que tem tanto a ver com aquilo que fazemos no Instituto de Estudos Medievais e de um autor que julgo que todos nós que ainda nascemos e continuamos a viver na esfera da historiografia francesa amamos e admiramos há muitos anos e, portanto, recebi e o Instituto recebeu com grande alegria um convite que realmente muito nos honra. Queria também agradecer ao Sr. Diretor do Instituto Français a presença e, sem mais demoras, vou pedir as minhas desculpas, mas vou seguir as notas porque eu nem vou olhar para o lado esquerdo, mas sei que tenho 5 minutos para apresentar o professor Pastoureau. Esta é uma tarefa bastante complexa, porque a complicação de apresentar alguém que todos conhecemos, lemos, pensamos, repensamos e admiramos há tantos anos, no âmbito de estudo
que, como se pode ver por esta audiência, ultrapassem muito todas as áreas cronológicas e todas as áreas temáticas ou científicas que nós temos. É algo que não é fácil de fazer, muito menos em 5 minutos, sem cair na pura banalidade. É muito fácil dizer que não é necessário apresentar alguém como o professor Pastoureau, é mesmo verdade, mas também é verdade que estas são ocasiões para nós pensarmos o trabalho de grandes intelectuais e o trabalho de pessoas que dedicam a sua vida àquilo que aos medievalistas e aos investigadores do Instituto de Estudos Medievais, mas também a todos os outros que estão aqui presentes, nos toca de uma maneira profunda, e é sempre uma oportunidade de repensarmos os nossos próprios percursos académicos e aquilo que queremos, do que fazemos e a paixão que pomos nas tarefas que temos. Não é num dia tão vasto como este, em que se celebra algo que é corajoso e que é importante dizer-se, que é uma edição em língua portuguesa de mais um livro do professor Pastoureau. É verdade que a recepção é boa, a recepção não é só boa em Portugal, é boa em todos os lados, porque o professor Pastoureau é uma referência como um autor que sabe escrever obras muito eruditas, mas ao mesmo tempo muito apelativas para todos os públicos eruditos e os públicos não eruditos. O labor do historiador global, por assim dizer, que no sentido em que toca várias áreas científicas, da antropologia à sociologia, passando pela história da arte, o próprio simbolismo e todas as áreas que nós sabemos que ele toca, que ele tem tocado, e a ideia de que é uma pessoa que marcou a historiografia como poucos. Começando pela sua tese de doutoramento, inovadora na medida em que desenvolve o tema da heráldica medieval na École Nationale de Chartres, com treino de paleografia, de arquivística, de historiador puro e duro, mas vai pegar num tema que poderia ser muito aborrecido e vai transformá-lo num deslumbramento, que é a sua tese de doutoramento com base na heráldica e na emblemática. E eu atrevo-me a dizer, ao estar a olhar para a sua obra e a pensar na sua obra, que este primeiro trabalho pode e deve ter marcado o resto das suas opções e das suas escolhas e das suas áreas de investigação. Porque aqui temos um homem atento à longa duração, atento aos fatores emocionais, quase sensuais no sentido dos sentidos e da apreciação dos sentidos, atento à memória coletiva, atento à proliferação de símbolos, de sinais em todos os elementos que ele analisa, e talvez esta tese o tenha realmente despertado para os grandes temas que ao longo da vida o vão acompanhar: os animais, as cores, a simbólica, os vegetais, os homens. Nós podemos ver tudo isso quando pensamos em heráldica, da forma como o professor Pastoureau a pensou na sua tese. Da heráldica passou para a sigilografia, da sigilografia para a numismática, enquanto dirigia o gabinete de Médailles na Biblioteca Nacional de Paris. E em todos estes campos o seu olhar rigoroso, atento, muito curioso, quase brincalhão quando está a escrever, vê-se o prazer que existe na sua escrita, e é provavelmente isso que é tão apelativo, sugere-lhe mais campos de investigação e sugere-lhe conclusões, sugere-lhe pontes, até aos seus trabalhos não ensaiadas, não testadas, e é alguém que não tem medo de enverdar pelo desconhecido e de tentar novas soluções, mesmo se algumas delas ele assume como hipóteses e meras hipóteses, mas a hipótese é perfeitamente plausível nas nossas vidas. No restante parte da sua vida é desenvolvida, como até hoje, na École Pratique des Hautes Études, onde é diretor de estudos e onde é o detentor da Cátedra da História da Simbólica Ocidental, o que não poderia ser mais a propósito para alguém que é autor de centenas de artigos, não vou demorar muito mais,
centenas de artigos e de cerca de 60 livros, entre livros de autor e obras editadas. E todos nós sabemos o que isto quer dizer para quem trabalha com a qualidade do professor Pastoureau. Para lá da heráldica e da história da simbólica do Ocidente medieval, a história dos cores que hoje recebemos tem acompanhado desde sempre o seu percurso. A história das cores e os trabalhos sobre o bestiário são talvez os mais conhecidos, mas talvez seja injusto limitar o trabalho do professor Pastoureau aos seus trabalhos sobre os bestiários medievais. E da mesma maneira que hoje encontramos um desdobramento nas diversas cores, e esta obra que estamos a editar hoje é também disso reflexo, cor a cor, também do bestiário o professor passou para os diversos animais. Começa pelo urso, e como o urso é um rei que ficou suplantado mais tarde pelo rei leão, que não era nada um rei leão na Idade Média, ou pelo porco, a que ele chamou a história do porco um primo mal amado, ou pelo boi, simbólica e culinária, ou pelo lobo, mais recente, uma história cultural do lobo, de 2018, ou também o livro sobre o rei que foi morto por um porco e a influência que isso tem, que ainda há bocadinho estávamos a falar sobre isso, nas cores que a França vai, ou que pode ter, que a França vai adotar. Mas não são só os animais e não são só as cores. O professor Pastoureau também se dedicou a elementos como objetos materiais, como o xadrez, como a luva, mas também se ocupou de pessoas diversas, diferentes, os canhotos, os ruivos, e também não se esqueceu dos sinais e dos sonhos, dos nomes de batismo e dos próprios tintureiros. A sua obra sobre as riscas, que é uma forma de cor bastante interessante, chama-se O Tecido do Diabo e tem essa mesma interpretação. A sua obra sobre os tintureiros chama-se Jésus chez le teinturier. E, portanto, cores e tinturas do Ocidente medieval. Ele trabalhou os vegetais, trabalhou as árvores, trabalhou as maçãs, trabalhou a flor de lis, trabalhou o unicórnio e trabalhou os vegetais. Tudo, como veem, temas e objetos de estudo fascinantes e que qualquer um de nós gostaria de poder pensar ou repensar depois dele nos nossos trabalhos. Sugestões para muitos daqueles que estão a começar agora, metodologias que gostaríamos todos de sondar melhor e de pensar, e a obra do professor Pastoureau permite-nos isso. Em toda a sua obra, e vou-me já calar, como neste livro que agora temos ao nosso dispor, em conjunto com os outros anteriores, é esta interdisciplinaridade a sério e não forçada nem forjada, é esta capacidade de ultrapassar as fronteiras de uma área científica que pode ser às vezes demasiado limitada, é esta capacidade de projetar para nós, sem medo, a história das próprias emoções e de nos fazer vibrar com os seus estudos da mesma forma. E julgo que é esse o maior segredo da popularidade e, para além do respeito dos seus pares, da popularidade da obra do professor Pastoureau, que, quando se pensa o seu trabalho em retrospectiva, mesmo uma retrospectiva de 5 minutos, nos faz ficar a pensar no privilégio que ele teve de poder escolher todos estes temas e de os desenvolver de uma forma independente, com espírito livre e com um pensamento desafiante para todos nós, para ele e para os seus leitores. E pronto, e neste momento acho que não vou dizer mais nada. Antes de fazerem palmas à Maria João, porque ela de facto merece esta uma belíssima descrição do trabalho do Michel Pastoureau, eu gostava de dar apenas uma informação que vem no seguimento daquilo que a Maria João estava a dizer, que é a intenção da Orfeu Negro é precisamente continuar a publicar a obra do Pastoureau e é a intenção específica da Patrícia continuar a publicar, indo precisamente para esses livros sobre os animais, a história cultural do lobo, a história do urso, do porco, por aí fora.
Antes de chamarmos o Michel Passos do Rô, eu queria dar um grande agradecimento à incansável equipa da Orfeu Negro e agora sim podem bater palmas a todos. Agora isto vai funcionar, não é? Bom, penso que sim. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour entendre parler de l'histoire de la couleur rouge, l'histoire sociale et culturelle du rouge en Europe, du Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Merci aux trois institutions qui ont rendu cette rencontre possible. Merci à leurs responsables que vous venez d'entendre me présenter si gentiment. Donc je vais essayer d'être à la hauteur des compliments qui ont été prononcés. Pardonnez-moi de parler en français, je serai incapable de le faire en portugais, peut-être même incapable de le faire en anglais, donc j'essayerai de parler lentement. Alors, définir ce qu'est la couleur, ce n'est pas un exercice facile. Vous pouvez en faire l'expérience en ouvrant un dictionnaire au mot couleur. Vous verrez que les auteurs de dictionnaires ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur, une lumière, une matière, une perception, une sensation, une catégorie abstraite, tout ça à la fois, difficile à le faire tenir dans une notice de dictionnaire. Ça montre que travailler sur l'histoire des couleurs, ce n'est pas facile non plus. Et définir ce qu'est le rouge, c'est tout aussi compliqué. Pas que le rouge d'ailleurs, le bleu, le jaune, le vert, en donner une définition, c'est presque impossible. Quand on ouvre un dictionnaire, au mot rouge, on va trouver des choses du genre rouge, adjectif, qui est de la couleur du feu, qui est de la couleur du sang. C'est pas complètement faux, mais ça n'est pas une définition. En outre, pour le sang, d'accord, tous les êtres vivants vertébrés ont le sang rouge, mais pour le feu, c'est déjà plus discutable. Le feu, il est jaune, il est bleu, il est orangé, blanc quelquefois, rarement rouge. Même les braises sont plus orangées que rouges, mais d'un point de vue archétypal, dans de nombreuses cultures, pas dans toutes, le feu est de couleur rouge. Et puis on va trouver rouge substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Oui, c'est une définition de physicien pour physicien. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire avec une telle définition? Absolument rien. Et on trouvera la même pour d'autres couleurs. Je viens de faire paraître en français un livre consacré à la couleur jaune. On va trouver jaune, adjectif, qui est de la couleur de l'or, du safran, du citron. C'est pas faux, mais ça n'est pas une vraie définition. Ou bien jaune substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. L'historien ne peut rien faire d'une telle définition. Pour l'historien, enfin pour moi historien, je crois qu'il faut distinguer les mots coloration et le mot couleur, et les mots couleurs. La nature fournit des colorations infinies qui forment une sorte de continuum. Et ce sont les sociétés qui, dans ce continuum de couleurs, découpent des grandes catégories
qu'elles appellent couleurs et auxquelles elles donnent des noms, rouge, bleu, vert, jaune. Par là même, le phénomène couleur, c'est d'abord un phénomène culturel, social et culturel, et pas tellement naturel, ni biologique ou neurobiologique. Je dis toujours à mes étudiants, c'est la société qui fait la couleur, c'est d'abord la société qui fait la couleur. Et alors au fil de l'histoire, en Europe, les couleurs en tant que grande catégorie, portant un nom, se sont constituées à des dates qui n'ont pas été les mêmes. Et le rouge a devancé le bleu, le vert, le jaune. Les trois plus anciennes couleurs dans les sociétés européennes, constituées à des dates impossibles à situer, sont le rouge, le blanc et le noir. Ça forme une sorte de triade primitive qui, pendant longtemps, a eu plus d'importance que les autres couleurs qui sont apparues un peu plus tard, qui ont été pensées un peu plus tard, bleu, jaune et vert. En outre, rouge, c'est la première couleur que l'homme européen a fabriquée, à la fois en peinture et en teinture très tôt, dès le paléolithique 35 000 ans avant notre ère. On voit sur les peintures du Grotte beaucoup de traces de rouge. Des pigments rouges existent, sont fabriqués par l'être humain, parfois même avec des matériaux, des minéraux qui sont situés au cœur de la grotte, des plaques d'hématite ou des terres argileuses qui sont riches en oxyde de fer, en hydroxyde de fer. Donc c'est de l'ocre jaune. Il suffit de chauffer l'ocre jaune pour obtenir de l'ocre rouge. Il y a déjà donc 30 ou 35 000 ans avant le temps présent une chimie des couleurs, passage du jaune au rouge, puis même si on chauffe un peu plus, du rouge au brun. Donc on sait déjà fabriquer des pigments rouges pour peindre à des dates très anciennes. Pour ce qui est de la teinture, il faut attendre des dates plus récentes. L'homme a peint bien avant de teindre. La teinture, on peut en discuter, mais en Europe, c'est quelque part vers 4000, 5000, 6000 ans avant la naissance du Christ. Et les plus anciens fragments de textiles teints qui nous sont parvenus sont de couleur rouge. L'homme a teint, en Europe en tout cas, en rouge avant de teindre en jaune, puis dans d'autres couleurs. Ça explique pourquoi, dans un certain nombre de langues, c'est le même mot qui veut dire coloré et rouge, en couleur et rouge. Par exemple en latin, coloratus, qui est un participe passé passif ou un adjectif assez fréquent, tantôt ça veut dire coloré, teint, peint, tantôt rouge. Ou en castillan moderne, colorado, tantôt c'est en couleur, tantôt c'est rouge. Dans d'autres langues, les langues slaves par exemple, c'est le même mot qui veut dire rouge et beau, ou deux mots mais de même famille, de même racine. Krasnoï par exemple en russe. À Moscou, la place rouge, c'est la belle place. C'est pas la place communiste, c'est la belle place. Elle était déjà place rouge à l'époque des tsars. Donc, cette ancienneté du rouge et cette primauté même du rouge sur les autres couleurs en Europe fait qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui la couleur par excellence, la première des couleurs. Même si ça n'est pas la plus présente dans notre vie quotidienne, même si ça n'est pas la couleur préférée, c'est des populations européennes, c'est quand même la couleur par excellence. Si on demande à un enfant de nommer des couleurs, le premier mot qu'il va le dire, c'est rouge, presque toujours. Ça vient donc de très 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 loin. Si on reste à l'époque préhistorique, on s'aperçoit que le rouge remplit déjà des fonctions
dans la société qui vont l'accompagner jusqu'au XXIe siècle, pour ainsi dire. Le rouge est en effet abondant dans le matériel qu'on trouve dans des tombes 20 ou 30 000 ans avant le temps présent. On trouve, pour accompagner le défunt dans sa sépulture, des blocs d'hématite, donc des terres rouges, des pierres de couleur rouge, soit à l'état naturel, soit peintes par les hommes et les femmes de ce temps, des galets peints. On trouve du corail, on trouve des bijoux sous différentes formes de couleur rouge. À des époques plus récentes, où on a des textes, en grec ou en latin, on sait qu'on jetait dans les tombes des fleurs à pétales rouges pour accompagner le défunt. L'idée est triple. D'une part, éloigner les forces du mal, ça c'est une fonction du rouge, prophylactique, éloigner tout ce qui peut être dangereux. En Italie encore, dans les années 1950, je ne sais pas si c'est vrai au Portugal, mais en Italie, je sais qu'on accrochait encore au berceau d'un nouveau-né un ruban rouge pour que le diable ne vienne pas pendant la nuit. Donc on le fait déjà à l'époque préhistorique. C'est également un moyen d'embellir le défunt, de le rendre beau pour son dernier voyage vers l'au-delà. Donc beauté du rouge, esthétique du rouge. Et puis c'est peut-être, même certainement, un moyen de souligner un statut social. Tous les défunts n'ont pas droit au rouge dans la tombe. Ce sont des hommes et des femmes de rang supérieur, peut-être pour les hommes déjà des chefs, des princes, à un titre ou à un autre, pour ces époques très très reculées. Donc ça, ce sont trois fonctions du rouge qu'on va retrouver tout au fil de l'histoire européenne. Éloigner les forces du mal, rendre beau et souligner un pouvoir, quel que soit ce pouvoir. Du côté de la teinture, on a eu très tôt, pour la gamme des rouges, peut-être plus de matières colorantes que pour les autres couleurs. Ça peut expliquer que le rouge soit la première couleur utilisée pour teindre. Il y a une plante merveilleuse en Europe qui pousse à peu près partout, la garance, une grande herbe assez ordinaire sur des sols un peu frais et humides, dont les racines ont un grand pouvoir tinctorial pour teindre en rouge. Comment les hommes du néolithique ont-ils fait pour savoir que les racines de la garance, pas le reste de la plante, mais les racines avaient un pouvoir colorant? Là, ça reste un mystère. Et puis il y a d'autres plantes, des lichens, des mousses, des bois, surtout des bois exotiques pour l'Europe, qu'on a importés très tôt. Dès la Rome antique, on importe des bois d'Inde, de Ceylan, pour teindre en rouge, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, des matières beaucoup plus chères, d'origine animale, dont on se sert déjà dans l'Antiquité classique. D'une part, un insecte parasite sur certaines espèces de chênes, le kermès. La femelle vient sur des feuilles de chêne, de ces chênes, pondre ses œufs. Elle seule a des pouvoirs colorants, il faut la récolter au moment où elle s'apprête à pondre, et il faut une énorme quantité de cet insecte femelle, le kermès, pour obtenir un petit peu de matière colorante, d'où la cherté de ce produit. Et quand on va trouver plus tard en Pologne, puis plus tard encore au Mexique, un insecte cousin du kermès, la cochenille, c'est pareil, seule la femelle permet d'obtenir un peu de teinture rouge, donc ça va être un produit très cher. L'autre produit très cher, bien sûr, vous le connaissez, pour l'Antiquité phénicienne, biblique, grecque et surtout romaine, c'est la pourpre. C'est pas un coquillage, mais des coquillages qui permettent d'obtenir une matière colorante, donc d'origine animale. Le murex et différentes sous-catégories de murex que l'on trouve surtout
sur les côtes orientales de la Méditerranée. Là encore, il faut énormément de coquillages pour obtenir un peu de matière colorante, d'où la cherté de la pourpre dans l'Antiquité, et d'où la façon dont la pourpre devient, au fil du temps, quelque chose qui est réservé aux détenteurs de pouvoir, un vêtement de pourpre, une étoffe de pourpre, et à l'époque romaine, à l'époque impériale romaine, une industrie, une sorte de monopole réservé au monde de l'empereur, avec des manufactures un petit peu partout. La propriété de la teinture à la pourpre, qui se distingue de toutes les autres teintures, c'est que, au lieu de se décolorer au fil du temps, la couleur est de plus en plus solide sur le textile. Et en même temps, elle prend des colorations variées, à dominante rouge, mais le rouge peut devenir violet, bleu, noir, puis redevenir rouge sous l'effet du soleil, et ainsi de suite. C'est ça la magie de la pourpre, que le Moyen-Âge n'a pas retrouvé. Le Moyen-Âge a perdu les recettes pour fabriquer la pourpre. Même le Moyen-Âge byzantin, on a des ersatz de pourpre, mais on n'a pas la pourpre de la qualité de celle de l'époque phénicienne, pour les époques archaïques, ou romaine pour l'Empire et le Bas-Empire. À Rome, au IIe ou IIIe siècle, les parvenus, qui n'ont pas le droit de porter une tenue entièrement teinte à la pourpre, c'est réservé à l'empereur, ont des étoffes domestiques teintes à la pourpre. Et, les poètes satiristes, Juvénal ou Martial, se moquent de ces parvenus qui utilisent des torchons pour nettoyer la table, mais qui sont des torchons de pourpre. Alors, dans la vie quotidienne des Grecs et des Romains, le rouge est une couleur très très présente, chez les riches comme dans les classes moyennes, pour le vêtement, pour le décor qu'on appellerait l'ameublement, d'où les Romains utilisent peu de meubles, mais beaucoup d'étoffes jetées comme cela sur les sièges ou sur les lits, le rouge est bien présent. Et puis pour les femmes, mais même aussi un peu les hommes, pour les bijoux, les cosmétiques, les accessoires du vêtement. Alors il y a des rouges modestes et bon marché, il y a des rouges qui coûtent extrêmement cher. À Pompéi, par exemple, on a retrouvé dans un assez grand nombre de villas la présence d'un pigment à la fois très toxique et très coûteux, le cinabre. À Pompéi, les villas qui nous sont parvenues dans l'état que vous savez, ce sont en général des villas de propriétaires très riches et récemment riches, on dirait des parvenus, nous, aujourd'hui. Il y a eu, avant l'éruption du Vésuve, il y a eu plusieurs tremblements de terre et on a reconstruit. Donc ces villas pompéiennes, elles ont pour beaucoup même pas 10 ou 15 ans d'âge. Hein. Ce sont des villas récentes, toutes neuves, et ces parvenus voulaient ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher. Et notamment ce rouge qu'on appelle nous pompéien, un rouge fastueux, qui est à base d'un pigment naturel, un sulfure de mercure, le cinabre. Les mines sont au cœur de l'Espagne, donc pour faire venir le minerai de l'Espagne, le traiter à Rome, et puis l'employer à Pompéi, près de Naples. Tout cela coûte évidemment très cher, c'est réservé aux classes les plus favorisées. Il y a d'autres pigments pour peindre aussi bien les murs que la peinture artistique à Rome, le minium, un rouge à base de plomb, ou bien simplement, comme je l'évoquais tout à l'heure, des terres ocre rouge, qui sont bien meilleur marché, qui sont solides, ou même déjà les peintres romains utilisent des lacs, c'est-à-dire des résidus de teinture végétale prises sur des textiles
abandonné, on presse pour récupérer un peu de teinture et on précipite chimiquement ce rouge tinctorial sur une base métallique et ça donne un pigment qu'on appelle une laque. On sait déjà le faire dans la Rome antique. Pline l'Ancien est très très bavard dans son histoire naturelle sur les pigments et les 2 tiers de son propos concernent les pigments rouges. On sent bien que c'est la couleur la plus importante, aussi bien pour les peintres que pour les teinturiers. Alors, passons de la Rome antique au Moyen-Âge par le biais de la Bible. La Bible, c'est un texte qui est peu coloré, surtout dans ses versions les plus anciennes. En hébreu et araméen, en grec, dans les premières traductions latines, il y a très peu de termes de couleur. Il y a énormément de termes de matière, mais peu de termes de couleur. C'est Saint Jérôme qui en rajoute un petit peu en traduisant, soit sur l'hébreu, soit sur le grec, selon les livres, un peu de coloration. Puis surtout, la Vulgate du XIIIe siècle, la seconde Vulgate, ou la révision de la Vulgate, et puis surtout les traductions modernes dans nos langues contemporaines mettent de la couleur là où il n'y en avait pas. Par exemple, quand l'hébreu dans tel ou tel livre dit une très belle étoffe, le latin va dire panus purpureus, une étoffe de pourpre, alors qu'il n'est pas question de pourpre, mais simplement de belle étoffe. Et le français moderne va dire un tissu cramoisi, alors qu'il n'est pas du tout question de cramoisi. Voilà, ça se déforme comme cela, et il y a de plus en plus de termes de couleur au fil des traductions et des versions de la Bible. C'est pareil pour toutes sortes d'autres choses. Hein. Pour les animaux, j'ai l'habitude de fréquenter la Bible pour les animaux, là où l'araméen ou l'hébreu dit une bête très féroce, le latin va dire crocodilus, et le français moderne crocodile, alors qu'il n'est pas du tout question de crocodile. Donc quand on étudie un auteur qui commente un texte biblique, il faut bien savoir à quel état du texte il a affaire, et pas partir évidemment des Bibles d'aujourd'hui. Je me bats contre mes étudiants qui utilisent les Bibles les plus courantes d'aujourd'hui, la Bible de Jérusalem par exemple, pour étudier des commentaires des pères de l'Église. Non, ça n'a pas de sens. Alors les pères de l'Église, justement, ils sont bavards sur les couleurs dont parle la Bible. Or la Bible, d'une part, ne parle pas beaucoup des couleurs, et quand elle en parle, c'est presque toujours rouge, blanc ou noir. Cette triade primitive occupe presque toutes les occurrences. Il n'y a pas de bleu dans les textes bibliques, c'est un document d'histoire très très important, pas de bleu dans la Bible, et il y a très peu de vert, très peu de jaune, mais quand même pas mal de rouge. Donc les pères de l'Église, quand ils commentent le livre saint et qu'ils parlent des couleurs, c'est surtout du rouge dont ils vont parler, et ils vont contribuer à fixer pour une longue durée la symbolique chrétienne de la couleur rouge, en s'appuyant sur les 2 principaux référents du rouge, ceux qu'on trouve encore dans nos dictionnaires, le feu et le sang. Et alors, comme pour la symbolique chrétienne, il y a un bon et un mauvais feu, et un bon et un mauvais sang, ça va faire 4 pôles référents pour la couleur rouge. Il y a le bon rouge feu, c'est l'Esprit Saint, c'est le feu du Saint-Esprit. Il y a le mauvais rouge feu, ce sont les flammes de l'enfer, rouges, mais qui brûlent sans éclairer, nous disent les pères. Il y a un mauvais rouge sang, c'est celui des crimes de sang, des sangs impurs, des tabous sur le sang. Et puis naturellement, un bon rouge sang, c'est le sang du Christ, c'est le sang salvateur, c'est le sang versé sur la croix. Ça fait 4 rouges
qui vont s'installer pour une durée assez longue grâce à cette symbolique patristique. Et ça va très loin, hein. On peut observer que dans la peinture italienne du XVe siècle, par exemple, quand un peintre met en scène un saint qui est martyrisé par des bourreaux, il ne va pas utiliser le même pigment pour le sang du saint martyrisé. C'est un sang, un rouge sang très valorisé, donc il va prendre un certain pigment. Et puis si les bourreaux sont habillés en rouge, il va prendre un autre pigment, pas du tout le même pigment. Et à l'œil, nous, on ne le voit pas. Ça a l'air d'être le même rouge. Et puis si on fait des analyses en laboratoire, on s'aperçoit que le peintre a pris un autre pigment. Ce que nous voyons dans l'histoire de la peinture n'épuise pas du tout les problèmes de la couleur. C'est pour ça que depuis 50 ou 80 ans que l'on fait des analyses de pigments dans les laboratoires des musées, nous apprenons beaucoup de choses dans la matière picturale elle-même que l'œil ne pouvait pas voir. Et on voit qu'il y a des enjeux, parfois considérables, toujours pour rester en Italie au XVe siècle, une vierge à l'enfant, son manteau est bleu. Si on fait l'analyse du pigment, on verra que c'est du lapis lazuli, c'est-à-dire un pigment qui coûte très cher, et puis des personnages autour qui sont habillés en bleu aussi. Si on analyse le pigment de leurs vêtements, on verra que ce n'est pas du lapis lazuli, c'est de l'azurite qui coûte moins cher, et l'œil ne voit pas la différence. Mais chimiquement, ce n'est pas la même chose, et économiquement non plus. On a honoré la Vierge en lui donnant le pigment le plus cher. Donc c'est pareil dans la gamme des rouges. Donc il y a des bons et des mauvais rouges, et au Moyen-Âge, comme à toute époque, dans toute société, comme pour toute couleur, le rouge a des bons et des mauvais aspects. Si l'on voulait faire un résumé, on dirait que la symbolique positive du rouge au Moyen-Âge central et à la fin du Moyen-Âge, c'est le pouvoir, mettre en scène le pouvoir. Presque tous les rois ont des vêtements ou des emblèmes rouges. Seul le roi de France, qui ne veut jamais faire comme les autres, au Moyen-Âge comme à l'époque moderne, s'emblématise par le bleu et pas par le rouge. Mais l'empereur, le roi d'Angleterre, les rois scandinaves, les rois de la péninsule ibérique à tel ou tel moment de leur histoire, le pape, qui est un homme rouge, puis rouge et blanc. Aujourd'hui, il est plutôt blanc, mais à l'origine, il est tout rouge. Puis rouge et blanc à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, puis aujourd'hui, il est tout blanc. Donc, rouge et pouvoir, rouge et justice, ça laisse des traces jusqu'à aujourd'hui, où un certain nombre de magistrats et de juges même sont encore en rouge, le rouge couleur de la justice. Rouge, couleur de la beauté. Alors là, on est du côté du vêtement, du côté des cosmétiques, du côté des bijoux, des ornements à un titre ou à un autre. Et puis, rouge qui éloigne les forces du mal. J'en ai parlé à propos de la préhistoire. C'est encore bien présent au cœur du Moyen-Âge. Des pierres rouges, des morceaux de coraux, des pièces d'étoffe tout simplement qui ont des vertus prophylactiques. Mais il y a aussi les mauvais rouges. Si on prend la liste des 7 péchés capitaux qui se stabilisent dans le courant du XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, chaque péché capital a une couleur. Le rouge prend 4 péchés capitaux pour lui: l'orgueil, qui est le prince des vices, l'orgueil, la colère, la luxure et la goula, qui est intraduisible en français moderne. Si on dit gourmandise, c'est beaucoup trop faible. Si on dit goinfrerie, c'est insuffisant. Il faut dire excès de tout ce qu'on met dans la bouche. Donc, l'orgueil, la colère, la luxure et la goula, tout ça c'est rouge. En revanche, l'envie est jaune,
L'avarice est verte et la paresse est blanche. Pas de bleu dans le système des péchés capitaux. Si on prend un seul domaine, l'amour, l'amour est rouge au Moyen-Âge, il est encore rouge aujourd'hui, mais il y a amour et amour. Et le rouge couvre toute la gamme. Le rouge christologique, le sang versé par le Christ sur la croix, la charité, la caritas, c'est rouge. L'amour entre deux personnes, ça peut être de couleur rouge, mais ça peut prendre un aspect plus ou moins négatif, sous forme de la luxure, c'est encore le rouge. Et puis il y a l'amour, comment dire, professionnel, les prostituées qui ont à voir avec la couleur rouge. À la fin du Moyen-Âge déjà, dans un certain nombre de villes et régions d'Europe, les autorités municipales obligent les prostituées à porter une pièce de vêtement ou un signe vestimentaire, et le plus souvent il est de couleur rouge, et le rouge restera la couleur de la prostitution. À partir du XVIIe siècle, ce sont les maisons de prostitution qui doivent avoir une enseigne rouge. Puis au XIXe siècle, les mêmes maisons doivent avoir une lanterne rouge qui signale le lieu de débauche, et les peintres s'en donnent à cœur joie. Un peintre comme Toulouse-Lautrec, par exemple, qui peint très souvent les prostituées et les intérieurs de maisons de prostitution, tout est rouge, une débauche de rouge. Donc c'est aussi bien l'amour divin que l'amour des professionnels de la galanterie, pour parler convenablement. Ce qui se passe à partir du Moyen-Âge central, dans les rapports que les couleurs entretiennent entre elles, c'est une concurrence que le rouge n'avait pas jusqu'à présent, celle du bleu. Le rouge, c'était la couleur dominante, c'était la couleur par excellence. Le contraire du rouge, c'était le blanc. C'est quelque chose d'important, en général, qu'on ne sait pas. On croit que le blanc a toujours eu pour contraire le noir. Non, en Europe, jusqu'à l'apparition de l'imprimerie et de la gravure, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge. C'est ça le couple qui est le plus fort pour opposer deux couleurs. Blanc-noir, qui nous est familier, ça n'est vraiment un couple de contraires qu'à partir de la fin du XVe siècle et surtout du XVIe siècle, à cause du livre imprimé. Mais avant, c'est blanc-rouge, le couple dominant. On le voit d'ailleurs, je prends un exemple simple, dans le jeu d'échecs. Quand le jeu d'échecs arrive en Europe occidentale, vers l'an 1000, il vient d'Asie. C'est un jeu indien, le jeu d'échecs. Il est né dans l'Inde du Nord, au VIe siècle de notre ère. Et comme tous les jeux asiatiques, il oppose un camp rouge contre un camp noir. Pour la culture occidentale, rouge contre noir, ça ne signifie rien, mais rien du tout. Alors, quand vers l'an 1000 le jeu d'échecs arrive, d'une part par le sud, par la péninsule ibérique, de l'autre par le nord, par la Scandinavie, à peu près en même temps, il faut changer pas mal de choses. La nature des pièces, la marche des pièces, et les couleurs de l'échiquier et des deux camps. Et donc, on abandonne une couleur, on abandonne le noir, et on remplace le camp noir par un camp rouge, parce qu'en Occident, ce qu'il y a de plus fort comme couple d'opposition, c'est blanc contre rouge. Et donc, de l'an 1000 jusqu'au XVe siècle, la plupart des échiquiers, et l'iconographie est là pour le rappeler, opposent un camp blanc et un camp rouge. Et puis, dans le courant du XVe siècle, et surtout au XVIe siècle, blanc-noir étant devenu un couple d'opposition plus fort que blanc-rouge, au jeu d'échecs, pas d'un coup, mais peu à peu, on voit se mettre en place ce qui nous est familier, un camp blanc contre un camp noir. C'est un joli témoignage pour l'histoire des couleurs. Mais ce qui est nouveau au XIIIe siècle, c'est qu'une couleur qui était très discrète jusque-là, qui existait, mais qui ne comptait pas beaucoup,
ni sur le plan symbolique, ni dans la vie quotidienne, opère une promotion rapide et très importante entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, en 3 générations. Il y a une sorte de révolution bleue, et le bleu devient une couleur très importante, et qui commence à faire concurrence au rouge, comme belle couleur, comme première des couleurs. J'ai étudié ailleurs cette révolution bleue, j'en ai même parlé à Lisbonne au moins une fois, peut-être 2 dans mes souvenirs. Je ne m'y attarde pas aujourd'hui, mais il y a vraiment une grande promotion de la couleur bleue dans de très nombreux domaines. Le ciel devient bleu, la Vierge s'habille en bleu, le roi de France puis les autres rois commencent à s'habiller en bleu, ce que Charlemagne n'aurait jamais fait, ça aurait été extravagant. Et dans la création artistique, on voit dans le vitrail, puis dans l'émail, puis dans la miniature, puis dans la peinture murale, de plus en plus de bleu. Donc il y a vraiment un problème du bleu passionnant à étudier. J'ai appelé ça, quand j'étais jeune, la révolution bleue. J'ai peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, bleu et rouge, à la fin du XIIIe siècle, commence à former un couple d'opposition, et ça nous est resté familier. Aujourd'hui, si on dit bleu c'est le contraire de rouge, ça ne nous choque pas. Si on avait dit ça à Aristote, il n'aurait rien compris. Comment le rouge, la vraie couleur, la première des couleurs, et bleu, qui pour les Grecs compte à peine, c'est même pas une couleur, comment ça peut faire des contraires? Pas possible. Donc ça, c'est dû au Moyen-Âge central, au XIIIe siècle. On a même des documents tout à fait passionnants. Une guerre des matières colorantes, une guerre des teinturiers, une guerre des marchands de produits colorants. Les marchands de Garance, qui vendent la teinture rouge, ont désormais des concurrents, les marchands de pastels, qui vendent la teinture bleue, de teinture végétale. On voit la plante qui sert à fabriquer le pastel, qui était une plante artisanale. La guède devient une plante industrielle dans certaines régions au XIIIe siècle, en Toscane, dans le Languedoc français, en Picardie, en Thuringe, etc. Et on a un document très amusant, daté de 1256, à Strasbourg. Les marchands de Garance, donc produit qui sert à teindre en rouge, commandent pour une chapelle, pour la cathédrale de Strasbourg, une sous-chapelle, on pourrait dire, un vitrail qui fait intervenir le diable. C'est l'histoire du moine Théophile qui vend son âme au diable. Et ils demandent, ces marchands de rouge, au maître verrier de peindre le diable en bleu pour discréditer la mode nouvelle des tons bleus. Et on a la chance d'avoir gardé le contrat passé avec le maître verrier et un petit morceau du vitrail qui est conservé au musée de l'œuvre à Notre-Dame à Strasbourg. Ça n'a pas suffi évidemment à freiner la mode des tons bleus dans le vitrail, mais on sent bien qu'il y a de la concurrence. C'est d'ailleurs à cette époque que dans le monde des teinturiers, un métier artisanal très très bien documenté pour le Moyen-Âge et l'époque moderne, on commence à se spécialiser en Europe et il y a désormais les teinturiers de rouge et les teinturiers de bleu. Les teinturiers de rouge ont le droit de teindre aussi en jaune et en blanc, ce qui est un exercice difficile, et les teinturiers de bleu peuvent teindre en vert et en noir, mais pas l'inverse. On n'a licence que pour 3 couleurs. Naturellement, il y a des tricheries, d'où des procès, d'où des archives pour l'historien. On trouve des cuves de rouge, c'est des teinturiers de bleu. Ils devaient faire du violet, sans doute, c'est strictement interdit. Ça explique d'ailleurs pourquoi le violet n'est pas du tout une couleur médiévale, et je me bats toujours contre les auteurs de bandes dessinées ou les metteurs en scène de cinéma et leurs décorateurs qui veulent toujours mettre pour le Moyen-Âge une orgie de violet alors que c'est pas du tout une couleur médiévale. C'est une couleur moyenâgeuse, une couleur du Moyen-Âge romantique, mais pas du vrai Moyen-Âge. Alors cette mode des tons bleus, elle est envahissante au XIIIe siècle, mais il y a
quelques régions d'Europe qui résistent, notamment l'Italie résiste plus longtemps à cette mode nouvelle que le reste de l'Europe. Et je connais un document passionnant pour l'histoire du vêtement et l'histoire des couleurs, la Prammatica del Vestire. On est à Florence en 1343. Un règlement vestimentaire et somptuaire oblige toutes les dames de la bonne société florentine à montrer leur garde-robe aux notaires de leur quartier, et les notaires doivent décrire tous les vêtements qui leur sont présentés, pièce par pièce, décrire les formes, les couleurs, le décor, les doublures, etc. Et ils sont extrêmement précis et pointilleux, et on a conservé la presque totalité des documents originaux pour les années 1343-45, on est juste avant la peste. Presque 6000 pièces de vêtements sont décrites par cette Prammatica del Vestire. Et pour les couleurs, on voit à Florence, donc au milieu du XIVe siècle, le rouge reste la couleur archi-dominante pour les belles dames, présent dans presque 2 vêtements sur 3. Ensuite vient le jaune, puis le blanc, puis le noir, puis le vert, et le bleu n'a pas encore opéré sa percée, alors que si on avait la même chose pour d'autres grandes villes d'Europe, Paris ou Lisbonne par exemple, il y aura une proportion de bleu beaucoup plus importante. Avançons un petit peu dans le temps, d'ailleurs, à propos de temps, je n'ai pas sorti ma montre. Une grande étape dans l'histoire du rouge, c'est la réforme protestante. Au XVIe siècle, les grands réformateurs protestants moralisent beaucoup les couleurs. Et dans leurs sermons et dans leurs écrits, décrivent des couleurs honnêtes et des couleurs qui ne le sont pas, déshonnêtes pour un bon chrétien, pour le vêtement, mais aussi pour la vie quotidienne. Et les couleurs honnêtes, aussi bien chez Calvin que chez Zwingli à Zurich ou dans l'entourage de Luther, Melanchthon, Karlstadt et tous les autres, les couleurs honnêtes sont le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu. Et les couleurs déshonnêtes, parce que trop voyantes, le rouge, le jaune et le vert. Et ça n'a l'air de rien, mais dans toute l'Europe protestante, ça a des conséquences presque immédiates. À Genève, à la fin de la domination de Calvin, être pris en habit rouge, c'est le bûcher, presque à tous les coups. C'est considéré comme un désordre social, ça contrevient aux lois, on ne doit pas porter de vêtements rouges. C'est une violence faite aux autres, on a un vêtement trop voyant, c'est infâme, et c'est une offense faite à Dieu. Dieu n'aime pas les couleurs vives. Ça, c'est l'attitude de la réforme protestante. Ça concerne le vêtement, ça concerne bien sûr le temple et le culte. Le système des couleurs liturgiques est abandonné chez les protestants, et dans le système qui va rester celui des catholiques, qui s'était mis en place et unifié surtout au XIIIe siècle, le rouge c'était la couleur utilisée pour les fêtes de l'Esprit Saint, pour les fêtes de la Croix et pour les fêtes des martyrs. Donc ça s'est abandonné dans l'Europe protestante, bien sûr. Ça concerne le vêtement et la vie quotidienne. Ça concerne aussi la palette des peintres. À partir de la fin du XVIe siècle, on peut très bien opposer une palette protestante et une palette catholique. Par exemple, au début du XVIIe siècle, chez Rubens, à Anvers, peintre catholique, un des plus grands coloristes de tous les temps, il y a énormément de rouge. Et même pas une génération plus tard, un peu plus au nord, chez Rembrandt, peintre calviniste, il y a un peu de rouge, mais il est très très retenu. Il y a plus des effets de lumière et de camailleux que des couleurs très très vives. Donc la réforme protestante est extrêmement importante parce que sur certains points, la contre-réforme catholique
va reprendre les valeurs protestantes, et notamment pour le vêtement. Il y a l'idée, dans l'Europe chrétienne, qu'au fond, il faut, si possible, s'affranchir des couleurs trop vives, spécialement pour le vêtement masculin. Ça a des conséquences presque jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, au Moyen-Âge, c'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de jaune. Eh bien, si un homme entrait dans cet auditorium entièrement vêtu de jaune, ça ferait un écart par rapport à nos habitudes. Il n'irait pas au bûcher, mais quand même. Et ça date donc du XVIe siècle, et ça concerne aussi, un peu moins, le rouge. L'idée, très très forte, parce qu'elle est encore très très valable aujourd'hui, c'est que au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus. Ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu, on les a chassés, et à la sortie, comme signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Par là même, tout vêtement rappelle le péché originel. C'est pour ça que pour les valeurs chrétiennes, se faire beau par le vêtement, se faire remarquer par son vêtement, c'est un péché, c'est une offense faite à Dieu. Et ça traverse les siècles. C'est très très vrai chez les protestants, mais c'est un peu vrai chez les catholiques aussi. Encore aujourd'hui, il y a l'idée qu'il vaut mieux être discret du point de vue vestimentaire. Après la réforme protestante, au XVIIe siècle, le rouge recule également encore d'un cran chez les savants, chez les peintres un petit peu, chez les savants aussi. Le XVIIe siècle, c'est le grand siècle où on cherche à classer les couleurs. Et peintres et savants collaborent. À Anvers, dans l'atelier de Rubens, il y a 200 personnes qui travaillent. Il y a Rubens, il y a d'autres grands peintres comme Van Dyck, il y a des assistants, il y a des élèves, il y a des jésuites de toutes sortes, hyper savants dans tous les domaines, il y a des teinturiers, bref, on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup autour des couleurs, et on cherche à savoir à partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres. C'est un problème à la fois de peintres et de chimistes, parfois de physiciens. Et on tâtonne pas mal, et au milieu du XVIIe siècle, on arrive à la conclusion que 5 couleurs suffisent. Le rouge est du nombre, ça reste une couleur de base, une couleur primaire, comme nous disons nous. Il y a le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le bleu. C'est très méchant pour le vert qui ne fait plus partie des couleurs primaires, alors que jusque-là c'était une couleur aussi importante que les autres. Et puis quelques années plus tard, arrive Newton, qui découvre le spectre en 1666, en faisant traverser la lumière blanche du soleil par un prisme de verre taillé d'une certaine façon. Il décompose la lumière blanche du soleil en un certain nombre de rayons lumineux, d'abord 6 puis 7, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs du spectre, et dans ce nouvel ordre des couleurs, qui est resté jusqu'à aujourd'hui l'ordre scientifique de base pour classer les couleurs, il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, ce ne sont plus des couleurs. Et le rouge, qui jusque-là se trouvait au centre de tous les classements de la couleur, et notamment du classement d'Aristote, qu'on utilisait depuis l'Antiquité grecque, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir, ça c'est le classement normal des couleurs, d'Aristote jusqu'à Newton. Donc quand on est historien des périodes concernées, c'est ce classement-là qu'il faut prendre en compte, bien sûr, sinon on dit d'énormes bêtises. Et Newton, lui, découvre un nouveau classement, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Rouge est à la périphérie, il n'est plus au centre des classements scientifiques de la couleur, et ça correspond à ce qui se passe dans la société. Le rouge qui était omniprésent chez les Grecs et chez les Romains dans la vie quotidienne, qui était très largement présent pendant tout le Moyen-Âge, à partir du XVIe siècle, c'est une couleur en recul dans la culture matérielle, dans la vie quotidienne. Il ne disparaît pas, bien sûr, mais il recule.
Ça s'accentue au XVIIIe siècle, qui est au fond le grand siècle du bleu. Je crois que c'est au XVIIIe siècle que les Européens commencent à avoir le bleu pour couleur préférée, et ça allait rester jusqu'à aujourd'hui. Quand on fait des enquêtes d'opinion, quelle est votre couleur préférée? Le bleu écrase tout. J'y reviendrai dans un instant. Le rouge recule beaucoup. Le XVIIIe siècle, ça n'est pas un siècle du rouge. On décline beaucoup de couleurs en demi-ton. Pour la première fois en Europe, les classes moyennes ont droit à des couleurs vives, comme les classes favorisées. Donc ces classes favorisées font exprès pour le vêtement et l'ameublement de prendre des demi-teintes, des couleurs pastel, des gris pâles, des jaunes pâles, c'est ça le chic, c'est plus les couleurs vives. Mais le rouge est nettement en recul, ça a commencé au XVIe siècle, ça va en s'accentuant au fil du temps, dans la vie quotidienne, dans la culture matérielle, et c'est encore le cas aujourd'hui. L'honnêteté oblige à reconnaître que le rouge n'a pas disparu de notre vie quotidienne, mais il est là un peu comme un accent, par petites touches. Quand on se promène dans les rues, on voit un peu de vêtements rouges, on voit un peu de carrosserie de voitures rouges, on voit surtout des signaux, de la signalétique rouge, et puis c'est tout. Et quand on entre dans nos maisons ou nos appartements, on voit du rouge, mais par petites touches. Les pièces ne sont pas entièrement tendues de rouge, comme ça pouvait être encore le cas sous l'Ancien Régime, et surtout au Moyen-Âge. Non, le rouge ne cesse de reculer. Et ça commence, le décrochement se fait au XVIe siècle. Mais il prend d'autres significations. Et à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose se met en place qui nous est encore familier. J'arrive vers la fin de mon exposé. C'est le rouge politique. C'est l'histoire du drapeau rouge qui va donner naissance au rouge de la gauche et de l'extrême gauche. Ce drapeau rouge, la Révolution française ne l'a pas inventé. Il existe déjà un peu partout en Europe au XVIIIe siècle. C'est un drapeau pacifique que l'on sort en général dans les grandes villes quand il y a trop de foule et qu'il y a un danger quelconque. C'est un drapeau, un bout de tissu qui prévient d'un danger. Il est bienveillant, il est pacifique. Pendant la Révolution française, il s'est produit un événement. En une seule journée, ce drapeau a changé de signification. Le 17 juillet 1791, à Paris, sur le Champ de Mars, la foule s'était réunie pour signer des registres qui demandaient la destitution du roi Louis XVI, qui avait tenté de fuir et qui avait été rattrapé à Varennes. Donc il y a beaucoup de monde, trop de monde. On sort le drapeau rouge pour inviter la foule à être prudente et à se disperser. Et on ne sait pas pourquoi, la garde nationale a tiré sur la foule et il y a eu une soixantaine de morts qui sont devenus aussitôt naturellement des martyrs de la Révolution en marche. Et le drapeau rouge, pacifique, en une journée, a changé de signification et est devenu insurrectionnel. C'est le drapeau des partisans des idées nouvelles et donc de cette révolution qui est en train de se faire. Et notre drapeau rouge politique tient là son acte de naissance, le 17 juillet 1791. C'est un événement parisien qui va devenir français d'une manière plus large, puis européen avec les révolutions de 1830 et de 1848, prendre une importance considérable dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour emblématiser tout ce que idéologiquement et politiquement nous qualifions de gauche, voire d'extrême gauche, y compris le monde syndical, les syndicats rouges. Puis ça va devenir plus tard international, avec d'abord l'URSS, puis ses pays satellites et affidés, la Chine communiste, le drapeau rouge de ces pays, adopté à des dates successives. Ça nous est resté familier. C'est même presque une sorte de confiscation de la couleur rouge par une idéologie. Quand j'étais adolescent, moi, à Paris, si on disait « j'aime le rouge », tout de suite on était catalogué comme quelqu'un de gauche, voire de très à gauche.
alors qu'on pouvait aimer le rouge pour d'autres raisons. C'est un peu la même chose avec le vert aujourd'hui. Si on dit j'aime le vert, on va penser c'est un écologiste ou un sympathisant écologiste, alors qu'on peut aimer le vert pour d'autres raisons. Donc pour l'historien des couleurs, c'est passionnant, hein. Il y a vraiment là des problèmes politiques et idéologiques. En 1968, dans les événements parisiens, moi j'avais 20 ans, et j'ai vu quelque chose, je n'en avais absolument pas conscience parce que j'étais complètement infantile, mais j'ai vu dans les cortèges des manifestations le drapeau rouge de la gauche et de l'extrême gauche débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir des anarchistes. Je n'ai pas eu conscience de ce qui se passait, mais c'est un grand fait à la fois chromatique et idéologique. On en vit encore les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il reste de tout cela? Je vais m'arrêter. À propos du rouge dans nos sociétés d'aujourd'hui, en 2019, il reste, comme je l'ai dit, que le rouge reste la première des couleurs, sur le plan comme ça abstrait, conceptuel, la couleur par excellence, alors que ça n'est pas la couleur la plus présente dans notre vie quotidienne, tant s'en faut, que ça n'est pas la couleur préférée, hein, quand on fait des enquêtes d'opinion en Europe. Quelle est votre couleur préférée? On a des enquêtes de cette nature depuis la fin du XIXe siècle. Les résultats sont toujours les mêmes. Pour l'historien, c'est passionnant, hein, malgré les changements de société, les nouvelles lumières, les nouvelles matières, ça n'a aucun impact sur les résultats de cette enquête. Quelle est votre couleur préférée? Partout en Europe, une personne sur deux, en gros, a le bleu pour couleur préférée, puis vient le vert, et le rouge n'arrive qu'en troisième position, avant le noir, le blanc et le jaune. Donc, si on avait fait de telles enquêtes dans la Rome antique ou au cœur du Moyen-Âge, le rouge serait en tête, bien sûr. Donc il reste quand même un certain nombre de pratiques du côté de la justice, du côté de la magistrature, la justice sous toutes ses formes d'ailleurs, robe de juge ou de magistrat, mais aussi copie d'écolier que l'on corrige à l'encre rouge pour souligner une faute, au point que dans certains pays, les autorités de l'éducation nationale ont demandé à ce qu'on corrige en vert les copies d'écoliers parce que le rouge leur fait peur aux enfants. Il ne faut plus corriger en rouge. Ça reste une couleur qui passe pour tonique, pour énergique. Nos taureaux ont peur des chiffons rouges. Les voitures à carrosserie rouge sont censées aller plus vite que les autres couleurs de voitures. Il y a même, pour certaines compagnies d'assurance, une taxe spéciale, encore en 2019, quand la carrosserie est rouge, non pas parce qu'elle est rouge, mais parce qu'étant rouge, la voiture est achetée ou conduite par un conducteur jeune qui va rouler plus vite que les autres et avoir plus d'accidents. Il y a des pratiques de ce genre. Il y a encore aujourd'hui le rouge, couleur de la fête, couleur de la joie, couleur de l'amour et du plaisir, couleur de la gourmandise. Tendez à un enfant une assiette remplie de bonbons de toutes les couleurs, 9 enfants sur 10 vont commencer par prendre un bonbon rouge quand ils peuvent choisir. Du côté des langues, dans toutes les langues d'Europe, il y a des expressions qui rappellent l'ancienne primauté du rouge, ses bons et ses mauvais aspects, quelque chose qui a disparu, qui a une existence assez courte, mais qui dit beaucoup sur la couleur rouge, c'est en français et en allemand, l'emploi du mot rouge comme adverbe, synonyme de trait, au XVIIe et XVIIIe siècle. Cet homme est rouge grand, ça veut dire cet homme est très grand, ça disparaît au XIXe siècle. En allemand, diese Dame ist rot dick. Cette femme est très grosse. Au XVIIe siècle, c'est assez courant. Ça disparaît aussi par la suite. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le portugais. En anglais, ça n'existe pas. En italien non plus. L'histoire des mots et l'histoire des faits de langue, pour l'historien, évidemment, c'est un terrain documentaire extrêmement riche. Voilà, je m'arrête là. Je n'ai pas pu tout dire, mais nous avons réservé un peu de temps pour
des questions si vous le souhaitez. Merci à tous. Parlez très fort. Infelizmente não temos o microfone lá a funcionar. Oui, merci monsieur beaucoup pour votre présentation et j'ai été assez étonnée par l'une des dernières remarques que vous avez faites concernant l'usage au XVIIe et XVIIIe siècle de rouge comme adverbe, parce que je n'avais jamais remarqué dans les textes, que ce soit en français ou en allemand. Et donc j'aimerais bien savoir si c'était dans seulement certains registres de langue ou seulement dans certains types de textes. Oui, il semble que ce soit un idiotisme réservé à tout ce qui est de type adage, proverbe, expression de ce genre. Donc c'est un niveau de langue en effet assez particulier, exemplatif ou de type proverbial, oui. Mon savoir est de deuxième ou troisième main, mais se fait quand même entériner par un certain nombre de dictionnaires et encyclopédies, par exemple en français le dictionnaire de Furetière, 1690, entérine très bien cet usage. Le dictionnaire de Trévoux, les différentes éditions du XVIIIe siècle aussi. D'abord, merci pour une présentation qui est toujours extrêmement passionnante, comme vous l'avez expliqué. J'ai lu il y a quelque temps un ouvrage qui s'intitulait Rouge et qui était dû à un auteur, je crois, américain, peut-être anglais, en tout cas, une page écrite en anglais. Et il insistait beaucoup sur une provenance de cette couleur que vous aviez évoquée juste très rapidement, alors que lui insistait beaucoup là-dessus, c'était la cochenille. Et il avait tout fait plus un état, des échanges commerciaux entre l'Amérique, c'était au Mexique, je crois que c'était cultivé, que c'était recueilli plutôt, et entre le Mexique et les États donc occidentaux, en particulier le Portugal, la France, et du rôle des navigations dans le transport de ce colorant. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Oui, je vois bien le livre auquel vous faites allusion. Il me semble que l'auteur est une dame. J'ai oublié son nom. Alors, le titre, évidemment, est abusif parce qu'on croit qu'il s'agit de tout ce qui concerne la couleur rouge. Ça ne concerne que l'industrie et le commerce de la cochenille entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, qui a fait la fortune des Espagnols. On a trouvé en Amérique centrale et spécialement au Mexique des familles de cactus qu'aimait particulièrement un insecte cousin du kermès, et donc on a transformé ces plantes en une plante industrielle. Les cactus naturels sont devenus des plantes industrielles ou semi-industrielles à très grande échelle au Nouveau Monde, aux mains des Espagnols, et on a produit énormément l'insecte, c'est la cochenille, donc de rouge de cochenille qui traversait l'Atlantique et qui est redistribué vers l'Europe. Et malgré la traversée de l'Atlantique,
le rouge mexicain coûtait moins cher que le kermès d'Europe orientale parce qu'au Mexique, la culture et l'industrie, la récolte, etc., c'était fait par des esclaves. Donc malgré l'origine très très lointaine, le prix de revient était plus bas que ce qui était presque indigène en Europe. Et c'est la même chose avec l'indigo. L'indigo américain va ruiner complètement le pastel européen parce les Européens ont trouvé au Nouveau Monde des familles d'indigotiers plus performants que ceux d'Asie. Donc ça va devenir une plante industrielle. Et là encore, exploité par des esclaves, et malgré la traversée de l'Atlantique, l'indigo d'Amérique coûte moins cher que le pastel de Toulouse, d'Erfurt, d'Amiens, etc. Ça fait la fortune en France de villes comme Bordeaux ou Nantes, mais ça ruine Toulouse et Amiens. Donc la cochenille mexicaine, c'est un gros morceau parce que, évidemment, la traversée se fait sur des bateaux, il y a une espèce de guerre commerciale, les navires espagnols sont attaqués par les navires néerlandais et britanniques qui s'emparent des cargaisons, donc elles doivent être dissimulées en cargaisons d'autres choses, etc., etc. Il y a beaucoup d'archives sur ces domaines. Je n'ai pas évoqué, mais j'aurais dû le faire à propos du rouge, les questions économiques et le prix de la couleur, aussi bien pour les pigments des peintres que pour les matières colorantes des teinturiers. Les enjeux de coût, à toute époque, sont très très importants, bien sûr. Monsieur Pastoro, et le bois Brésil, quelle est la place qu'il occupe parmi les autres matières colorantes? Qui, pardon? Le bois Brésil. Le bois de Brésil? Le Brésil. Oui, alors, le bois de Brésil, c'est une matière colorante déjà connue des Romains. C'est un bois exotique tiré de certains arbres qui poussent soit sur les côtes occidentales de l'Inde, soit de Ceylan, plus tard d'Insulinde, de Sumatra, etc. On en importe un petit peu en Europe, mais pas beaucoup, mais on le connaît. Et puis, ça va s'intensifier, ces importations de bois exotiques asiatiques qui ont des vertus colorantes dans la gamme des rouges pour teindre. Ça s'accentue à la fin du XIVe siècle pour des raisons diverses, mais l'obstacle turc se relâche un peu et les matières venues d'Asie passent mieux qu'au milieu du XIVe siècle et surtout mieux qu'au milieu du XVe siècle, donc il y a une espèce d'ouverture un peu plus grande. Et avec ces bois exotiques colorants, on fait des rouges, mais on fait aussi des roses et des orangés. Et il y a toute une période d'une génération et demie, où ces deux tons, surtout le rose, sont à la mode dans le vêtement princier autour des années 1400, grâce au bois de Brésil, le Brasileum, disent les textes latins. Et puis quand les Européens vont arriver en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud, ils vont trouver des bois exotiques cousins de ceux des Indes, ayant des vertus colorantes dans la gamme des rouges, mais beaucoup plus performants. Et ils vont les exploiter à grande échelle, au point que le nom du bois, le Brésil, va devenir le nom du pays que nous connaissons sous le nom de Brésil. Donc c'est un terme végétal qui a donné son nom au pays, et une raison économique et industrielle, l'exploitation de ces bois tropicaux, bois de Pernambouc, etc. Il y a plusieurs familles de bois, il n'y en a pas qu'une. Donc les arbres ont donné le bois, et le bois a donné son nom à un pays, à un très grand pays. Le rouge et l'or. À certaines époques, on ne sait plus à associer le rouge et l'or à d'autres noms. Ça dépend des modes, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Dans la symbolique médiévale des couleurs se pose parfois un problème. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du blanc? Comment faire du super blanc, pour parler le langage d'aujourd'hui?
en au-delà, un blanc plus blanc que blanc, un super blanc. Et alors il y a deux solutions, c'est choisir du rouge comme au-delà du blanc, ou choisir de l'or. Dans ce cas, ils deviennent un peu synonymes. L'or, c'est plus fréquent, c'est le super blanc, c'est la lumière la plus intense. Rouge, c'est le blanc en tant qu'il est densité, il va trouver encore plus dense que lui, c'est le rouge. Je verrai les choses comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous, si nous voulons faire un blanc plus blanc que blanc, ça se fait dans nos réfrigérateurs. Hein. L'intérieur est tout blanc, c'est tout froid, mais le freezer, lui, c'est encore plus froid, souvent il est bleu. C'est le bleu qui est le super blanc. Et sur les cartes de géographie, quand on représente des glaciers, ils sont blancs et le cœur du glacier est bleu. C'est le super blanc. Mais rouge et or, ces deux couleurs qui passent pour riches et belles, enfin l'or c'est à la fois une couleur, une matière et une lumière, ça complique les problèmes. Hein. Dès qu'un artiste met de l'or dans son tableau, toute l'économie chromatique du tableau se trouve perturbée. Donc on les a associés dans ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus cher. Donc à Pompéi, par exemple, il devait y avoir beaucoup d'or qui a disparu, mais il reste le cinabre. Sous le Premier Empire, en France, on met en scène la couleur verte, qui est la préférée de Napoléon. C'est pas un mythe, c'était vrai. Mais aussi beaucoup d'eau rouge, qu'on qualifie de pompéien d'ailleurs, et de l'or partout. Et puis après, il y a des périodes où on rejette l'or, et le doré surtout. Voilà. Dans la langue latine classique, aureus, qui a beaucoup de significations, peut signifier jaune, peut signifier d'or, peut signifier doré, et quelquefois rouge étincelant, un très beau rouge, peut être aureus. Un chercheur qui est italien et qui m'a demandé de traduire une question. Je vous écoute. Il travaille le verre à Rome ancienne, le verre rouge. Il a trouvé, il y a une fouille où il y a beaucoup de verre rouge. La question est, si j'ai bien compris, pourquoi l'empereur voudrait tellement de rouge dans ses verreries? Dans la Rome antique, comme je l'ai dit, le rouge a à voir avec le pouvoir. Alors sous la République, ça peut être des pouvoirs de différentes natures, mais surtout militaires. Et à l'époque impériale, le rouge, c'est la couleur de l'empereur, et plus on avance dans le temps, plus c'est la couleur réservée à l'empereur. Il y a une affaire assez célèbre au début c'est sous Nerva, au début du IIe siècle, le fils du roi de Mauritanie, qui est pourtant un allié de Rome, le roi de Mauritanie, est apparu entièrement vêtu de pourpre dans la Rome. C'était un jeune prétentieux flambeur et bellâtre, et il a été mis à mort sur ordre de l'empereur, crime de lèse-majesté. Donc, le rouge, c'est la couleur de l'empereur, et donc ça doit s'étendre à un certain nombre d'objets qui ont à voir avec les palais et les services impériaux. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je verrai cela comme ça. Et la nature de l'oxyde ou du pigment qu'on a introduit dans le verre au moment de la cuisson pour le teindre en rouge, ça doit jouer un rôle aussi. Ça n'est pas trop difficile de faire des verres rouges. Le Moyen-Âge sait très bien le faire, utilise différents procédés. En tout cas, à partir, c'est pas vrai sous Auguste, à partir de, oui, après Néron, à la fin du 1er siècle, l'empereur tend à se réserver le monopole de la couleur rouge dans un certain nombre de contextes et d'emplois. Ça va être un petit peu pareil, mais à un autre degré, dans le Saint-Empire romain germanique, hein, où
l'empereur a à voir avec les vêtements rouges, le grand sceau de couleur rouge, les encres rouges dans certains contextes diplomatiques, ou bien en Chine, le jaune, dans d'autres contextes et à d'autres époques, le jaune couleur de l'empereur, réservé à l'empereur, ce qui n'empêche pas qu'on trouve du jaune un peu partout, mais c'est à la fois pratique et théorique. Alors, je ne sais pas si on en avait parlé ou pas, mais je croyais que tout à l'heure, quand on parlait du jeu d'échecs, ça m'a fait penser qu'il y avait aussi un ancêtre du jeu d'échecs où c'était 3 couleurs qui s'affrontaient, ou il y avait 3 côtés en tout cas de l'échiquier. Et je voulais savoir, donc je me souviens plus du nom, depuis tout à l'heure, j'ai pas voulu tricher en allant chercher sur Internet. Mais je voulais savoir si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, donc comme je l'ai dit, ce que nous appelons jeu d'échecs est précédé par toutes sortes de pré-jeux d'échecs et un jeu prend une forme qui ressemble un peu à celle que nous connaissons en Inde du Nord au VIe siècle de notre ère, et à partir de là se diffuse dans 2 directions, vers l'ouest par le biais de la culture perse d'abord et arabo-musulmane ensuite, et c'est elle qui la déverse vers l'Occident, mais il se diffuse aussi du côté oriental, vers le monde chinois, puis le monde japonais, et là il prend des formes assez diverses avec 3 camps, 4 camps, un échiquier qui n'est plus carré mais qui devient rectangulaire et même ovale à certains moments, puis circulaire. Et alors ça doit être un de ces jeux complètement asiatiques et même chinois qui utilise 3 camps avec les 3 couleurs de base, le blanc, le rouge et le noir. Dans des variantes modernes, évidemment, ça a pu changer. Je ne suis pas très savant sur cette partie orientale de la diffusion du jeu d'échecs. En revanche, en Occident, donc, on repense, quand il arrive vers l'an 1000, déversé par la culture arabo-musulmane, soit par la Méditerranée, soit par la mer Noire, ce sont les marchands suédois, les Varegs, qui l'ont importé en Scandinavie. On repense la nature des pièces, la marche des pièces, la forme des pièces. Dans le jeu musulman, les pièces ne sont pas figuratives mais stylisées, puisqu'on n'a pas le droit de représenter figures humaines et animaux. Et alors la pièce qui était un éléphant dans le jeu indien, puis encore persan, devient une pièce stylisée avec 2 protubérances comme ça, c'est les défenses de l'éléphant, et l'Occident ne comprend pas très bien cette pièce, et il continue de l'appeler éléphant, alfil en arabe, alfinus en latin, au fin en ancien français, mais prend ces 2 protubérances soit pour une mitre d'évêque, la mitre à l'ancienne avec les cornes sur les côtés, soit le bonnet d'un fou. Et c'est pour ça que dans le jeu d'échecs occidental, encore aujourd'hui, soit cette pièce, soit c'est un évêque, dans le monde anglo-saxon c'est encore un évêque, soit c'est un fou, comme dans le jeu français par exemple. Voilà, le vizir du jeu indien va devenir peu à peu une reine, le char, roc, pour des raisons de lexique, va devenir roca, puis une forteresse, puis une tour, etc. Ainda há perguntas? Consegue falar forte, mas não feio? Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question très spécifique, donc je vais expliquer le contexte. Je fais partie d'un petit projet de recherche ici au Portugal et on essaie de comprendre un peu mieux les vêtements dans la première moitié du XVIe siècle dans les classes aristocratiques. Et les premiers résultats de notre investigation indiquent que c'était assez commun de se habiller rouge pour se marier. J'aimerais bien savoir votre opinion sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, et c'est vrai de toute l'Europe occidentale,
la couleur la plus fréquente pour les femmes, en tout cas pour se marier, depuis qu'on a des documents, donc disons depuis le XIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, c'est le rouge. Pourquoi? Parce que pour se marier, la jeune femme met sa plus belle robe, et la plus belle robe, c'est presque toujours une robe rouge, parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers sont les plus performants et font les choses les plus belles et les couleurs les plus solides et les plus lumineuses. Donc, c'est pas tant une robe de mariage spécifique qu'une très belle robe. Et la jeune femme met une très belle robe pour se marier. Alors, il y a des exceptions là. La très haute aristocratie ne fait pas comme ça. Et les gens très très modestes non plus. Mais en gros, ça concerne une assez large part de la société. La mariée était en rouge. Ça pourrait être un joli titre de livre ou de film. Et puis, le blanc va devenir la couleur de la robe de mariée entre 1780 et 1850, un peu partout en Europe. Il y a l'idée nouvelle, tout à fait nouvelle, que le jour de son mariage, la jeune femme doit être vierge. Et le blanc étant la couleur de la virginité, elle le montre par une robe blanche. C'est intéressant du point de vue des mœurs parce que avant, c'est évident que la jeune femme arrive au mariage vierge. Si ce n'était pas le cas, ce serait extravagant. À partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est pas si évident que ça. Donc il faut le montrer par un signe extérieur. Ça nous dit pas mal de choses sur l'évolution des sociétés. Voilà l'analyse que l'on peut en faire. L'histoire des couleurs dans le vêtement, c'est une histoire beaucoup plus difficile qu'on pourrait croire. Donc, je vous félicite de vous y attaquer. D'une part, parce que nos prédécesseurs ont travaillé, bien sûr, mais sur l'histoire du vêtement, on sait beaucoup de choses, mais on a un peu oublié la couleur pendant longtemps. D'abord parce que la documentation figurée était en noir et blanc, puis les textes ne sont pas toujours très bavards. Et dans les documents figurés, l'information est trompeuse. Moi, je vois beaucoup de vêtements en couleur pour le Moyen-Âge dans les miniatures, les tapisseries, les vitraux, la peinture murale, etc. Il ne faudrait pas que je sois naïf au point de croire qu'on était vraiment habillé de ces couleurs-là au Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'était pas habillé de ces couleurs-là, mais les problèmes ne se posent pas du tout comme ça. On a affaire bien plus souvent à l'imaginaire ou à l'idéologique qu'à la réalité du vêtement vraiment porté. Comme nous aujourd'hui, nos successeurs qui dans quelques siècles travailleront comment étions-nous habillés en 2019, ils auront nos magazines de mode comme documentation. J'espère qu'ils ne seront pas naïfs au point de croire qu'en 2019, nous étions habillés comme ce qu'on voit dans les magazines de mode, alors que personne ne s'habille comme ça, mais absolument personne. C'est l'imaginaire du vêtement, mais ce n'est pas le vêtement vraiment porté. C'est très intéressant à étudier, mais c'est de l'imaginaire. Eh bien, dans les documents anciens, c'est parfois ça aussi. On a parfois plus de facilité à étudier le vêtement rêvé ou fantasmé que le vêtement vraiment porté par le commun des mortels. Pardon? Oui. Les mariés seraient habillés en rouge. Bien, bien, vous me l'apprenez. D'une manière générale, je ne parle que de l'Europe parce que je considère que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société et que pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées et l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, évidemment. Alors, je lis les travaux des autres pour les autres continents et je fais des comparaisons, je m'informe. Déjà l'Europe, même l'Europe occidentale, c'est un gros morceau dans la longue durée. Alors il y a des ressemblances, il y a des différences. Ce qui me frappe quand même, maintenant que je suis un vieux chercheur, quand on fait du comparatisme,
entre les différentes cultures, c'est qu'on a tendance à toujours s'extasier sur les ressemblances et à oublier les différences pour la culture matérielle, la vie quotidienne, etc. Sait-on s'il y a une raison particulière pour que Napoléon ait choisi la couleur rouge pour la Légion d'honneur? Oui, il y a des antécédents. Donc pour les rubans qui accompagnent les médailles, les décorations, je dis rubans mais dans un sens très large, il y avait des pratiques antérieures aux premières légions d'honneur. C'est 1802, hein, oui. Et le rouge était dominant dans les, comment on pourrait appeler ça, les pratiques des récompenses sous les anciens régimes. Il y avait une signification, bien sûr, par ordre de chevalerie et de dignité et de récompense, mais le plus prestigieux, c'était le rouge. Et hors de France. Et en France, c'était le bleu. Et il y avait chez Napoléon et son entourage, et là, il y a un personnage qui joue un rôle considérable, c'est Cambacérès, le deuxième consul, qui, pour tout ce qui est emblématique et ce qui s'y rattache, est le conseiller de Napoléon, qui n'est pas encore Napoléon, il n'est que Bonaparte. Pour rompre avec le bleu de l'Ancien Régime, il lui a conseillé, dit-on, un certain nombre de choses, notamment de choisir le rouge. Voilà. Il lui avait conseillé aussi les abeilles, pour emblème du nouveau régime impérial que Napoléon a gardé, mais il a ajouté l'aigle tardivement d'ailleurs. Vamos fechar. Quelle sera la prochaine couleur, Michel? Ben, je suis un peu ennuyé parce que, en historien, maintenant, j'ai dressé l'histoire sociale et culturelle européenne du bleu, du noir. Dans le noir, j'ai beaucoup parlé du blanc, vert, rouge, jaune vient de paraître en français. Donc, pour moi, ce sont les 6 couleurs de base de la culture européenne. Il faudrait que je m'attaque aux couleurs que j'appelle du deuxième rang, pour que ce ne soit pas connoté, je dis du deuxième rang. Pas couleur complémentaire, pas demi-couleur, etc. C'est-à-dire le violet, l'orangé, le gris, le rose et le brun. Il n'y a que 11 couleurs, hein, dans l'absolu, il n'y a que 11 couleurs, en Occident en tout cas, parce qu'après il n'y a plus que des nuances, et des nuances de nuances. Si je dis vert olive, bleu pétrole, bleu des mers du Sud, rouge brique, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. Et alors violet, gris, orangé, bon, ce sont des couleurs, mais leur histoire est plus courte et leur symbolique plus faible. Alors, je n'ai pas de quoi faire un gros livre sur l'histoire de chacune de ces couleurs. C'est l'impression que j'ai. Et puis récemment, j'ai fait une conférence sur le gris, l'histoire du gris en Europe, et je me suis dit, quand même, il y a pas mal de choses à dire sur le gris, hein. Surtout que tant que le noir n'est pas le contraire du blanc, c'est-à-dire avant le XVe siècle, il n'y a pas un milieu qui serait le gris. Donc le gris qui existe, c'est autre chose. C'est pas le mélange du noir et du blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Et ça, les auteurs le disent déjà, Pline le dit déjà dans l'histoire naturelle. Donc finalement, peut-être me laisser tenter, ou bien je consacre un livre entier en regroupant chacune de ces 5 couleurs du deuxième rang. Il faudra leur trouver un joli titre, pas dire couleur du deuxième rang, mais violet, orangé, gris, rose et brun. Voilà. Il y a beaucoup à dire, mais pas autant que pour les 6 autres. Voilà. Mais en même temps, comme je suis aussi historien des animaux, qu'il y a longtemps que je n'ai pas écrit un livre un peu ambitieux sur un animal, je vais peut-être consacrer quelques temps à l'animal, faire une pause couleur. Très bien. Muito obrigada. Merci bien, Michel. Muito obrigada a vós todos aqui pela vossa presença. Nós vamos continuar por aqui um bocadinho. Temos a oferta de um gabarete lá fora e vamos também pedir ao Michel, no caso se vocês querem, que autografe os seus livros e
falemos lá fora enquanto convivemos e nos divertimos mais um bocadinho. Obrigada.